Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais vous présenter vos besoins juste après un effort de longue ou d'ultra longue durée et comment on va pouvoir y répondre en termes de nutrition. Alors ça concerne aussi bien pendant l'entraînement, plutôt moins après l'entraînement ou après une compétition. Alors quels sont ces besoins? On va déjà les lister et puis y revenir un par un. Alors tout d'abord, vous avez besoin d'eau. Ensuite, vous avez besoin de sels minéraux, puis de glucides et également de protéines. Alors revenons sur chacun de ces points. Les besoins en eau. Il faut savoir déjà que lorsque vous transpirez, vous perdez énormément d'eau. Et c'est 99% d'eau dans la transpiration. Évidemment, on perd les sels minéraux, mais c'est quand même majoritairement de l'eau. Alors on perd en moyenne environ 500 ml par heure. Ça, c'est dans les conditions tempérées. Mais si les conditions deviennent extrêmement très chaudes, caniculaires, eh bien ça peut aller jusqu'à 1 litre d'eau par heure. Donc c'est très important. Alors attention, un élément important, plus on s'entraîne, eh bien plus on va optimiser le fonctionnement des glandes sudoripares qui vont justement déclencher la sueur. Et voilà pourquoi c'est pas tout à fait du hasard que l'on se dise, je comprends pas, je m'entraîne, mais je transpire toujours autant, voire plus. Oui, c'est normal, ce sont ces glandes-là qui sont de plus en plus efficientes, qui vont de mieux en mieux travailler. Parce que je vous le rappelle, la transpiration est un élément indispensable pour thermoréguler, c'est-à-dire maintenir le plus possible la bonne température interne, qui, je vous le rappelle, est de 37 degrés. Alors, les besoins en eau, ça se traduit comment? Environ 1 à 2 litres sur les 2 premières heures, mais surtout la première heure, à peu près 1 litre. Et attention, très important, vous allez devoir vérifier à prendre des petites quantités. On ne se jette pas sur une bouteille d'eau. Pourquoi? Parce que si vous amenez trop dans l'estomac, vous allez surcharger la digestibilité et en plus, vous allez diluer trop fortement les sucs gastriques. Alors, une petite illustration. Les sucs gastriques sont dans l'estomac. Ils sont composés à la fois d'un acide et d'une enzyme qu'on appelle la pepsine. Et cette pepsine est très importante parce qu'elle intervient dans l'assimilation des protéines dont je vous ai dit, on en a besoin, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà pourquoi il ne faut pas trop apporter de l'eau pour ces deux raisons au niveau de l'estomac. Parce qu'il y aura trop de dilution et donc moins d'efficacité pour assimiler les protéines. Alors vos besoins en sels minéraux maintenant. Évidemment, on en perd énormément. On perd du sodium, on perd du potassium en grande quantité et puis du magnésium. Ça, c'est dans l'ordre d'importance. Puis on perd également, de manière très importante, un oligoélément qui est le zinc. Alors je rappelle la différence entre un oligoélément et un sel minéral, c'est uniquement la quantité en besoin journalier. Un oligoélément, on en a besoin en plus petite quantité, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas très important. Vous voyez, pour le zinc, on perd 1 mg par heure. Il faut savoir que les quantités journalières, c'est 5 mg par jour. Donc vous voyez, on perd en une heure 1/5 de tous nos besoins dans une journée. Donc c'est très important. Alors, attention sur les sels minéraux. Tous les sels minéraux ne s'assimilent pas de la même manière. Il y a en gros 2 grandes familles de sels minéraux en fonction de leur forme au niveau chimique, des molécules. Il y a d'abord ce qu'on appelle les citrates. Eux, ce sont les bons sels minéraux, ceux qui s'assimilent très facilement par l'organisme. Et puis, il y a une autre forme de sels minéraux qu'on appelle les oxydes. Alors, oxyde de magnésium, oxyde de potassium. Ceux-là, malheureusement, ils sont peu solubles et ils sont difficilement assimilables par l'organisme. C'est donc plutôt des citrates qu'il faut favoriser et se dire qu'avec ceux-là, on aura du mal à recharger en sels minéraux. Alors, un exemple d'apport en sels minéraux après l'effort, c'est un jus. Par exemple, un jus de persil, de pomme et de citron. Si vous avez la chance d'avoir un extracteur de jus, on peut facilement en faire. Le persil est tout à fait intéressant parce que déjà très riche en vitamine C, qui est une vitamine antioxydante, et également riche en sels minéraux, ainsi que la pomme. Alors le citron intéressant parce que lui, il a de l'acide citrique, qui n'est pas du tout celui qu'on trouve en synthèse, en poudre, dans nos rayons de droguerie qui sert à détartrer les cafetières. Non, c'est pas tout à fait le même. Et l'acide citrique du citron est intéressant parce qu'il va tamponner, donc il va réduire l'acidité de l'organisme qui s'est faite pendant l'effort. Alors, intéressant du jus également parce qu'il y a très peu de fibres du coup. L'extracteur de jus retire les fibres et donc ce sera beaucoup plus facilement digeste. Ce qui va venir dire qu'on n'a pas besoin de fibres, mais pas à ce moment-là. Alors, voilà pourquoi les jus sont quand même avec modération dans l'usage quotidien parce que c'est quand même toujours préférable de prendre le fruit et le légume entier où il y aura les fibres. Mais ce n'est pas le moment après l'effort. Et puis, j'en arrive aux idées reçues sur les fameuses bouteilles d'eau, que ce soit de la ceinture, de la Volvic, de l'Evian. Toutes les eaux minérales sont à base d'oxyde. Vous voyez pourquoi ça
c'est pas vraiment en prenant de l'eau que vous allez pouvoir espérer recharger vos pertes de sels minéraux. Pas dire que vous pouvez les utiliser, bien évidemment, mais ne comptez pas sur les sels minéraux des eaux minérales pour recombler les pertes très importantes que vous avez eues. Il faudra bien passer par des fruits et légumes. Alors, intéressant, quand on n'a pas d'extracteur de jus sous la main, eh bien, c'est les pastilles électrolytes parce que les fabricants, ils ont des notions de chimie quand même et ils savent évidemment que les citrates, c'est mieux que les oxydes. Donc, ces pastilles-là sont très souvent, très majoritaires en citrate de magnésium, de potassium. Vous verrez les étiquettes, c'est marqué dessus. Alors, je rappelle que les sels minéraux, quels qu'ils soient, ne sont jamais bio. Vous ne trouverez pas de pastilles bio parce que le bio ne concerne que l'agriculture biologique et pas l'extraction minière. On ne trouve donc pas de pastilles électrolytes en bio, pas plus qu'on ne trouve d'eau bio d'ailleurs. Alors maintenant, nos besoins en glucides, ils sont très importants. On perd énormément, on en pompe énormément pendant notre effort. Alors, même si ce n'est pas le carburant en premier, je rappelle que c'est nos lipides, notre carburant en premier sur un effort d'endurance, d'ultra longue endurance, mais on utilise quand même des glucides. Et au fur et à mesure de l'effort, on va réduire les stocks pour qu'ils arrivent carrément à peau de chagrin. Et nos stocks sont dans deux endroits. Les glucides stockés dans nos muscles, qu'on appelle le glycogène musculaire, qui eux servent au fonctionnement des muscles, et puis le glycogène qui est stocké dans le foie, qui lui sert à nos fonctions vitales, notamment au cerveau. Les deux, évidemment, vont se réduire. Alors il faut recharger. Attention, c'est très important, la fenêtre métabolique, c'est-à-dire le moment idéal pour que l'organisme récupère au mieux ses glucides, c'est la première heure. Voilà, donc c'est important à retenir. Alors la quantité, c'est environ 1,5 g de glucides par kilo de poids de corps. Donc en gros, pour 70 kg, 105 g de glucides. Alors attention, très important, cette notion d'index glycémique des sucres, qui est une valeur donc qui permet de repérer la manière dont vont être absorbés les sucres dans l'organisme. Parce que je rappelle que quand on parle de sucre, il faut penser à un organe qu'on appelle le pancréas. Le pancréas sécrète une hormone qu'on appelle l'insuline. Cette insuline a différentes fonctions, mais une de ses premières, c'est de capter le sucre circulant dans le sang et de le stocker quand on n'en a pas besoin. Et quand on est en phase de récupération, l'organisme n'a pas besoin de sucre pour fonctionner. Par conséquent, l'insuline va capter le sucre, s'il y en a en trop, et le stocker en graisse. Quand même pas terrible. Et je rappelle que, contrairement là encore une fois aux idées reçues, le pancréas est en activité lorsque l'intensité est modérée, et a fortiori en repos. C'est uniquement quand l'intensité est très élevée, au-delà de 80% de la VO2 max, que là, le pancréas se met en stand-by et sécrète plus d'insuline. Ce qui n'est donc pas le cas au moment où on est en récupération. Alors, voilà un petit schéma pour vous l'expliquer. Des sucres avec un index glycémique élevé, très élevé, eh bien ils arrivent, digestion, ils passent dans le sang et ils arrivent vers le pancréas. Le pancréas les détecte, il s'affole et il sécrète énormément d'insuline. Résultat, on l'a vu, stockage en graisse. Inversement, des sucres avec un index glycémique modéré, même principe, le pancréas lui réagit un peu moins, il sécrète de l'insuline mais en petite quantité. Et c'est bien parce qu'on en a besoin. On en a besoin parce que l'insuline va intervenir pour assimiler les protéines. Donc il ne faut pas des sucres avec un index glycémique trop bas, parce que sinon on n'aura pas assez d'insuline pour exploiter nos protéines dont on a besoin. Je vais en parler tout de suite. Et donc par conséquent, quel type de sucre il faut? Eh bien déjà éviter tous les sucres à très fort index glycémique comme le glucose, le sirop de glucose, le dextrose, le sirop de riz, parce que bio ou pas, il a un index glycémique proche de 100. Et par contre, vous allez favoriser des index glycémiques autour de 60 à 70. Alors, par exemple, vous allez prendre du miel, vous pouvez prendre du sucre complet. Alors, il y a des fibres qui effectivement peuvent perturber en grande quantité la digestibilité, mais là, ça va il n'y en a pas non plus des quantités astronomiques et ça va quand même permettre, dans le sucre complet, d'abaisser l'index glycémique du sucre complet, qui est plus bas que le sucre blanc de table, par exemple. Le sirop d'agave, alors attention, lui, il a un index glycémique relativement bas, de 30. Donc tout seul, ça ne sera pas bien. Mais il va falloir, par exemple, l'utiliser avec, par exemple, du sucre qui va, l'un et l'autre, pondérer. On va arriver à 50, 60. On ne sera pas trop mal au niveau index glycémique. Et ensuite, des compotes de fruits, par exemple, de fruits secs, très intéressants. Les fruits secs sont très riches en sels minéraux. Alors vous allez les réhydrater la veille. Puis le matin, avant votre course, ou pourquoi pas la veille, déjà, vous faites une purée, un mix de, par exemple, de abricots, raisins secs. Et ensuite, vous gardez cette purée, vous allez la consommer après en phase de récupération sur la première heure. C'est tout à fait intéressant. Alors, passons aux besoins en protéines. Elles sont extrêmement importantes, ces protéines, parce qu'elles vont régénérer les tissus. Pourquoi? Parce qu'avec les chocs à répétition, je pense entre elles, mais je pense aussi au marathon, eh bien vous allez endommager les fibres. Plus précisément, la membrane, l'aponévrose, la membrane des fibres va tendre à se fissurer, et donc il faut la régénérer très vite. Pour cela, on a besoin de protéines, pas n'importe lesquelles, des acides aminés.
dans la famille des protéines et encore plus précisément des BCA. Ces BCA, donc 3 acides aminés, qui vont permettre la régénération des fibres. Alors on les trouve où ces BCA? Eh bien, attention, la fenêtre optimale, avant de rentrer en détail, c'est les 30 premières minutes. Donc vous voyez, les protéines, ce n'est pas 2 heures après, c'est très très vite qu'il faut y penser, très très vite qu'il faut apporter ces BCAA, alors environ entre 10 à 30 grammes suivant la durée de l'effort. Alors on va les trouver où? Dans l'alimentation animale, essentiellement parce que, quoi qu'on en dise, eh bien les protéines, la source animale est beaucoup plus riche en protéines que les sources végétales, notamment BCAA, mais on peut quand même y arriver avec des protéines végétales. Alors côté animal, eh bien le must, ça reste le petit lait, la poudre, le petit lait. Donc le petit lait, c'est le petit liquide que l'on trouve au-dessus des yaourts que malheureusement on jette trop souvent et qui est pourtant un excellent pour les BCAA. Donc tout ce qui est à base de poudre de petit lait, alors soit on prend un yaourt et du fromage blanc et puis on mélange la poudre de petit lait, on en trouve en bio, ou alors on prend des fromages aussi faits à base de lactosérum. Je pense au Broutchoucor, je pense au Brousse en Provence, ou chez nous en Savoie et en Haute-Savoie, on trouve du Sirac qui est donc un fromage à base de lactosérum. Les fromages à pâte cuite sont intéressants aussi avec une bonne densité en protéines et donc en BCAA, Comté, Beaufort, et puis le must du must. Là, ça reste vraiment le produit d'excellence en termes d'apport en BCAA, c'est la viande des grisons, la viande de bœuf séchée, qui est vraiment un concentré de BCAA, et donc là, 3-4 tranches, c'est déjà vraiment très bien. Côté végétal, on peut y arriver à avoir nos BCAA. Alors, on va passer par exemple par du soja. Le soja est intéressant parce qu'il a l'ensemble des acides aminés, notamment les BCAA. Donc, le tofu, qui est un concentré de soja, intéressant. Tous les fruits protéoléagineux, comme les amandes, les noisettes, les noix. Pas tout à fait du hasard que la plupart de mes produits contiennent des amandes, ça me permet de vous apporter des BCAA. Et puis, les pistaches sont intéressants, donc c'est intéressant d'anticiper, d'avoir un petit sachet de pistaches à l'arrivée de votre entraînement ou de votre course. Alors, quelques autres exemples, par exemple, le riz au lait, aux amandes, au miel et de lavande, ça vous permettra, miel de lavande ou un autre miel, ça vous permettra d'avoir des protéines, des lipides et des sels minéraux qui sont dans le riz, qui sont aussi dans le miel. Alors, évitez le gâteau de semoule parce que c'est de gluten, le semoule de blé, parce que s'il y a dans le gluten de blé, même si on n'est pas intolérant, peut poser des problèmes. Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un qui refuse en bloc le gluten. Je trouve que si on le tolère, je vois pas où est le problème. En revanche, après l'effort, là, il y a véritablement un problème parce que le gluten de blé va corser la digestion. Il faut donc éviter le gluten de blé. Alors, ça peut être aussi du fromage blanc ou un yaourt, pourquoi pas avec, par exemple, des pommes. Alors là, encore une fois, j'ai constaté que la pomme crue souvent pose problème, donc plutôt des compotes de pommes, amandes et miel, on retrouve encore cela. Et puis des crêpes ou des pancakes. Donc on évite la farine de blé, on va prendre plutôt de la farine de riz, de la farine d'avoine. Alors, par exemple, la préparation que je vous propose, la crêpe active, est un mixte avec des amandes, de la farine de riz, de la farine d'avoine, céréales que j'ai fait cuire, puis ensuite sécher et broyer à la meule de pierre en poudre. Donc c'est une poudre que vous pouvez reconstituer. Alors, vous pouvez utiliser comme une farine, et donc on peut avoir des crêpes ou des pancakes intéressants avec une garniture amandes et miel. Ou alors en purement cette préparation toute seule avec soit du lait d'amande, du lait de soja ou encore plus digeste de l'eau tout simple. On mélange, on met quelques fruits réhydratés, fruits secs et on aura une très très bonne collation pour après l'effort. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné des éléments qui vous permettront maintenant de mieux préparer votre collation et votre hydratation après l'effort. Et à très bientôt pour une prochaine conférence.